Bernard Devos est délégué général aux droits de l'enfant depuis 2008. Il a commencé sa carrière comme éducateur. Il a dirigé plusieurs associations d'aide en milieu ouvert et a exercé diverses fonctions dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Bonjour Bernard Devos. Bonjour. Alors vous arrivez en fin de mandat. Est-ce que cette fonction de délégué général aux droits de l'enfant vous a changé? Vous savez, on dit la fonction fait l'homme. Alors vous qui venez du terrain, est-ce que cette fonction vous a un peu éloigné justement de ces réalités? Non, j'ai essayé de rester proche des réalités de terrain. J'ai essayé justement de faire le lien entre la société civile, les acteurs sociaux et le monde politique et l'administration. Je crois que c'est d'ailleurs une des responsabilités de l'institution que j'incarne. Et puis c'est vrai que c'est une fonction qui m'a vraiment plu. C'est vrai que c'est une fonction qui permet à celui qui l'occupe d'avoir une vue vraiment très très large sur toutes les questions d'enfance et de jeunesse, un regard panoptique que personne, aucun politique ne peut avoir. Mais en termes de proximité, alors la proximité, c'est clair avec les publics avec lesquels vous travaillez. Alors la proximité, évidemment, c'est vrai qu'on en perd, mais j'ai vraiment tenté depuis le début de mon mandat de faire en sorte de rester en contact et en lien avec les associations et les acteurs de terrain, avec une série de projets particuliers, un bus que j'ai affrété pour aller rencontrer les gens là où ils le sont. Dans la fonction du délégué général, il y a la promotion de la Convention. Je voulais que ça se fasse de manière populaire, dans le bon sens du terme, qu'on sorte des conférences, des symposiums, des grands colloques. Et ça, c'est une liberté que vous avez? Ça, c'est une liberté que j'ai en tant que délégué général. Et donc, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que mes collaborateurs soient au plus proche des dossiers, rencontrent régulièrement. J'ai organisé des rencontres, j'ai fait beaucoup de kilomètres en voiture. C'est pas très bien au niveau écologique, mais ça permet de rencontrer des gens. Je veux dire, il y a des petites associations locales dans le sud du Luxembourg qui demandent à ce que le délégué général vienne, entre guillemets, honorer de sa présence une petite manifestation où il n'y a pas grand monde. Moi, ça me plaît d'y aller et de montrer la disponibilité de l'institution. Et c'est une manière de vous faire connaître aussi auprès des jeunes, je crois que c'est une manière de faire connaître. C'est pas forcément connu. Non, c'est une manière de faire connaître l'institution. C'est vrai que mon prédécesseur, Claude Lelièvre, était quelqu'un de médiatiquement très installé. C'était difficile pour moi de me faire une petite place après avec son nombre impressionnant derrière moi, mais je crois que je l'ai fait de manière différente. Mais c'est vrai que c'est cette espèce, j'espère qu'on dit en tous les cas de moi dans le secteur que j'ai justement gardé cette proximité, que je ne me suis pas enfermé dans une tour d'ivoire et que j'ai commencé à regarder le monde à partir d'un spectre particulier, d'une institution. Je pense que le terme institution ne me dérange pas, mais je pense que l'institution doit rester proche des réalités sur lesquelles elle essaie de travailler. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début de mon mandat. Alors, une de ces réalités qui est un petit peu au-devant de l'actualité depuis quelques semaines, et on devrait même dire d'ailleurs depuis quelques mois, c'est la question du radicalisme, de la radicalisation de certains jeunes, et notamment de ces jeunes belges et ces jeunes bruxellois en particulier qui partent combattre en Syrie. Quel est le regard que vous portez là-dessus? Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète? Ouais, c'est une situation qui m'inquiète, oui, qui me tracasse comme citoyen, comme responsable institutionnel, ayant en plus en charge effectivement les questions d'enfance et de jeunesse. C'est une situation qui ne peut pas se résumer à quelques grands poncifs. Je pense qu'il y a une série de constants dans toutes ces histoires de jeunes qui se radicalisent, qui partent combattre dans des luttes qui ne sont pas finalement les leurs, de ces jeunes qui rentrent dans des dérives, j'ai envie de dire, pratiquement sectaires. Et les constantes, elles sont malheureusement toujours les mêmes. Ce sont des histoires parfois très compliquées dès le début de la vie, au niveau familial. C'est de la ségrégation, c'est de la discrimination, c'est de la stigmatisation outrancière assez régulièrement, avec des réactions particulières. Alors je pense que si on regarde l'histoire de l'humanité, à chaque fois que les conditions socio-économiques sont acceptables, toutes les sociétés, quand elles promettent et qu'elles autorisent un avenir plus ou moins digne et décent à chaque individu, en général, on réalise que dans ces sociétés, les religions gardent leur niche, sont gardées pratiquement, j'ai envie de dire, à l'écart et gardent leur forme. Donc c'est la société qui n'a pas rempli son contrat ou qui n'a pas... Oui, je pense... Qui ne s'est pas occupée comme elle devrait. J'entends moi parfois des discours qui laissent entendre que par exemple l'islam serait intrinsèquement une religion plus violente, plus misogyne que d'autres. Non, pas du tout. Je pense surtout qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes de l'immigration arabo-turco-musulmane connaissent des situations, et je pense qu'il faut même pas, ça ne se discute même plus, connaissent des situations personnelles extrêmement difficiles. Qu'ils en soient en partie ou en tout responsables n'est pas la question. La question, c'est que clairement, on voit que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes connaissent des parcours de discrimination, de ségrégation, etc. Et donc, quand on est en permanence renvoyé une image
de musulmans, en dépit parfois des convictions de chacun et d'un autre, des uns et des autres, bah, forcément, on a tendance à revêtir le stigmate. Et donc à se définir finalement comme ce qu'on dit de vous. Et donc je pense que clairement, pour sortir de cette situation-là, certains jeunes ont dit c'est comme ça qu'on me traite, je vais revêtir le stigmate, je vais me définir comme étant un musulman, etc. Et en prenant parfois la manière la plus excessive d'exprimer. Ceci dit, ça ne concerne évidemment de loin, bien sûr, pas tous ces jeunes-là. Bien entendu, ça ne concerne qu'un tout petit nombre. Et il y a parmi eux aussi quand même des profils différents, hein, et notamment parmi les jeunes qui partent, il y a toutes sortes de profils. Il n'y a pas uniquement ce profil type du jeune marginalisé qui est passé par la prison ou par la petite délinquance. Il y a des variétés de profils. J'ai beaucoup de craintes à faire des généralisations et des grandes généralités sur le sujet. Je pense que vous avez raison de dire, c'est une question d'individu, c'est une question de personnalité. C'est certain, chaque parcours est particulier, chaque parcours est une histoire particulière. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas non plus nier le fait que quand on se retrouve dans une situation où on est renvoyé en permanence à sa différence, eh bien forcément, à un moment, on a envie d'en sortir. Et donc, on prend cette différence comme étant quelque chose qui va nous permettre d'en sortir. Et donc, soit on a les sorties, c'est par le haut. On ne peut pas accepter la différence, soit une infériorité. Et donc, ces jeunes qui sont stigmatisés, qui sont relégués, qui sont discriminés, à un moment, se disent, je vais essayer de sortir par le haut. Alors, les sorties par le haut, il n'y en a pas 15. C'est la délinquance, c'est l'arrogance, c'est la provocation, ou bien éventuellement, c'est la néo-religiosité. Je m'empare d'une religion à laquelle, de toute façon, vous, quelles que soient mes convictions, finalement, quelle que soit ma pratique religieuse, quoi que je fasse, indépendamment, et il suffit de le voir quand même, on le voit dans tout ce qui est recherche d'emploi, tout ce qui est scolaire, etc. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration arabo-turco-musulmane sont renvoyés à ce stigmate, indépendamment du fait qu'ils vivent à l'occidental, qu'ils ont appris la langue, indépendamment du fait qu'ils ont acquis des diplômes, qu'ils ont acquis des compétences, ils sont quand même très souvent renvoyés au stigmate du délinquant, arabo-musulman, etc., turco-musulman. Donc je pense vraiment que c'est une constante pour beaucoup de ces jeunes. Alors c'est clair que certains sont fort touchés par cette relégation, cette stigmatisation et d'autres moins. Et donc c'est aussi parfois une question de force personnelle et d'ambition personnelle qui fait qu'une trajectoire irait dans un sens ou dans un autre. N'empêche, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec une situation comme celle-là? Donc vous qui avez notamment beaucoup travaillé avec des jeunes, et notamment avec des jeunes en décrochage ou des jeunes marginalisés, qu'est-ce qui serait pour vous les priorités, les projets à développer prioritairement pour faire face à ça? Ça paraît démagogique, mais offrir des terrains de réussite. Ce qui manque cruellement pour une série de gamins et de gamines dans les quartiers populaires principalement, ce sont des terrains de réussite. Il suffit de voir évidemment déjà au niveau scolaire, on voit bien combien certains enfants sont voués pratiquement d'entrée de jeu à un échec scolaire parce qu'ils n'auront pas de place en crèche, parce que l'entrée en maternelle va être compliquée, parce qu'il y a des problèmes de place, mais aussi qu'il y a des problèmes de discrimination et que parfois on critique ce fameux décret d'inscription en humanité, mais il faudrait déjà l'avoir dans le fondamental et même en maternelle, parce qu'après les phénomènes de relégation, clairement ils sont là. Je veux dire, on peut faire en sorte que de dire que tout ce qui est nationalité, tout ce qui est origine ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'école, mais on voit bien la stigmatisation, on voit bien que les orientations scolaires ne se font pas en dépit de l'origine sociale ou culturelle, que les origines sociales et culturelles sont importantes dans l'orientation scolaire. On voit bien que, par exemple, que l'incapacité de certains parents issus de l'immigration à comprendre les enjeux scolaires est très vite stigmatisée comme étant du désintérêt. On voit bien que certains enfants sont plus que d'autres soumis au redoublement ou à l'exclusion scolaire. Donc on le voit, ça. Et donc, mais ça, ce sont effectivement des changements de fond, alors là, oui, auxquels vous appelez. Oui. De quelle manière est-ce qu'on implémente ça? De quelle manière on met ça en place aujourd'hui? Bon, je pense qu'il faut d'abord redorer le blason de l'éducation. Depuis quelques années, on s'est quand même fort centré sur une espèce de racrapotage, j'ai envie de dire, protectionnel, avec beaucoup de logique sécuritaire et répressive à l'égard d'un certain public de jeunes. Et que ça, évidemment, c'était une erreur. Que la politique répressive l'a emporté sur les politiques... Oui, je pense qu'on peut même mettre dans le temps, hein, on peut dire en 91, 92, après les fameux événements de forêt, l'apparition des politiques sécuritaires,
Avant ça, on avait ce qu'on appelait les programmes cohabitation-intégration qui avaient un tout autre paradigme. L'idée, c'était de refaire du lien dans les quartiers, de recréer l'unité, de faire en sorte qu'il y ait des activités culturelles partagées, de faire en sorte qu'il y ait de la cohésion, vraiment, c'était le principe, donc cohésion, cohabitation, intégration, etc. Et puis, parce qu'il y a eu des événements, et c'est souvent malheureusement comme ça que ça se passe, il y a un événement dramatique, on en a connu un très récemment, le week-end dernier, et souvent s'ensuit une série de décisions parfois un peu trop hâtives. Je pense qu'on a considéré à ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose de plus radical à l'égard de certains jeunes. Le problème, c'est que ce qu'on a fait finalement, c'est de dire certains jeunes ont encore droit à l'éducation, et on sait combien elle est prioritaire, et d'autres ne sont plus touchables, ne sont plus susceptibles d'être touchés par ces mécanismes d'éducation, et pour eux, on va inventer un ersatz d'éducation, un couple infernal, prévention, répression. Je préviens ta délinquance, je punis ta délinquance. Mais ça ne remplace pas l'éducation, ça ne remplace pas l'ouverture au monde qu'il y a dans l'éducation, ça ne remplace pas le dialogue qu'il y a dans l'éducation. Et donc, on a vu une série de gamins, notamment dans les quartiers populaires, se laisser aller, se laisser déglinguer. La grande différence pour moi entre l'autorité et la répression, c'est que l'autorité, on dit à un gamin ou une gamine, dans ton intérêt, je t'arrête. Et on espère qu'à terme, l'intérêt du jeune va rencontrer celui de la société. La répression, c'est tout à fait autre chose. C'est dans l'intérêt de la société, je t'arrête. Mais il faut que le gamin ou la gamine qui est arrêté comprenne que son intérêt est lié à la société. Sinon, il ne le comprend pas et il se laisse aller. Et donc, pour moi, c'est très important, cette idée de l'éducation. Donc pour vous, depuis cet événement effectivement de 90-91, hein, ces émeutes de forêt, la réponse, en tout cas, qui a été donnée à ces incidents à l'époque, a depuis donc 30 ans, plus de 30 ans, quasiment 35 ans, n'a pas été la bonne. Donc on se fourvoie, selon vous, depuis 35 ans. Pourtant, il y a eu des tas de tentatives, il y a eu toutes les politiques de cohésion sociale, il y a eu des politiques menées dans les quartiers qui, pour vous, étaient à côté de la plaque? Oui, non seulement je pense que c'était à côté de la plaque en termes de paradigme. Je veux dire, imaginer qu'on allait remplacer le bien fondé, l'essence même de l'éducation par quelque chose d'autre, qui allait se révéler aussi performant, c'était une erreur. Mais l'autre erreur, c'est de ne pas avoir supprimé ce qui existait, c'est d'avoir superposé. Et donc, tous les acteurs sociaux se plaignent, principalement à Bruxelles, dans la ville dans laquelle on est aujourd'hui, de cette espèce de superposage, cette espèce d'énorme lasagne de dispositifs qui travaillent tous avec un public plus ou moins analogue, sans concertation et sans dialogue réel entre les différents acteurs. Vous avez dans certains quartiers une maison de quartier qui dépend d'un pouvoir communal, un dispositif contrat de société et de sécurité qui dépend de la région et de la commune, un dispositif milieu ouvert ou deux qui dépend de la communauté française. Et tous ces dispositifs ne communiquent pas. Et tous ces dispositifs communiquent très très peu parce qu'ils ont du mal à travailler ensemble, puisque les finalités ne sont pas les mêmes, alors que les moyens et les modalités se ressemblent. Il y en a beaucoup qui jouent au foot et qui font des équipes de mini-foot, par exemple. La grosse différence dans des logiques sécuritaires, c'est qu'une équipe va proposer à des gamins de jouer au mini-foot pour les occuper, pour éviter qu'ils n'occupent à leur tour l'espace public. Et un autre dispositif, j'ai envie de dire avec visée éducative, va proposer à des jeunes de jouer au mini-foot sans préoccupation prioritaire autour de la sécurité ou du calme dans le quartier, mais ce qui va les préoccuper, c'est de savoir comment ils vont s'organiser, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'auto-organiser, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour pouvoir acheter le matériel, comment est-ce qu'ils vont organiser un tournoi entre eux pour les responsabiliser, les autonomiser et en faire de vrais citoyens critiques et responsables. Ce sont deux idéologies très très différentes. Alors, je ne veux pas caricaturer, je veux dire, dans le cadre des contrats de société de sécurité, il y a des acteurs merveilleux et il y a des responsables qui ont compris aussi et qui font ce que j'appelle une politique d'entrisme qui, avec des fonds sécuritaires, font un travail éducatif de qualité. Mais il n'empêche, sur le papier, c'est toujours un objectif de finalité. L'impulsion, en fait, était mauvaise. Mais pour prendre un exemple que vous connaissez bien, qui est le vôtre, par exemple, parce que vous avez un long parcours de terrain, peut-être avant que vous nous expliquiez vraiment votre parcours, j'ai envie de vous demander au fond, puisque la jeunesse c'est un terrain certainement magnifique dans lequel travailler, mais très difficile aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vouloir travailler dans le secteur de la jeunesse? Parce que c'est venu assez vite, vous vous êtes vite engagé sur cette voie-là. Très rapidement, moi je trouve qu'effectivement l'enjeu d'une jeunesse cohérente, d'une jeunesse citoyenne, d'une jeunesse positive et utile, c'est quelque chose d'énorme. Je veux dire, on l'entend dans tous les débats politiques. Mais c'est une conscience qui est venue très tôt c'est une conscience qui est venue très tôt chez moi, oui, clairement. Mais
Vous ne vous destinez pas à devenir médecin, avocat? Ah non, 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 incapable. Donc moi, je raconte toujours pour la petite histoire. Donc mes parents, moi j'ai fait des humanités classiques. Et donc à l'époque, à la fin des humanités, on avait un médecin, un ingénieur, un avocat qui venaient présenter leur boulot et globalement on pouvait choisir, soit devenir soit ingénieur, soit avocat. Moi je voulais être éducateur, mes parents étaient députés et quand j'ai été nommé délégué général, la Libre Belgique a titré Bernard de Woltz, le nouvel avocat des enfants. Elle se dit yes, ça y est, on l'a enfin, on l'a eu. Mais clairement, c'est vrai pour moi je voulais quelque chose de concret, je voulais quelque chose de terrain, je ne voulais pas m'engager dans les grandes études. J'avais le sentiment effectivement, peut-être naïf, cette espèce d'engagement de l'adolescence ou du début de l'âge adulte, j'avais envie d'être utile, effectivement. Et puis ce sont des rencontres. J'ai rencontré une jeune fille avec qui j'ai une histoire d'amour, qui vivait dans un quartier populaire avec des frères qui avaient fait quelques frasques à certains moments, etc. Donc j'ai rencontré des réalités que je n'avais pas connues quand j'étais gamin, dans un milieu relativement protégé. Et donc, j'ai envie de dire, ce dont j'avais été équipé par mon milieu familial en termes de solidarité, en termes de conscience, j'ai envie de dire, sociale et politique, a rencontré des réalités que je ne connaissais pas. Et c'est peut-être ça qui a fait que je me suis dit, bah, c'est là que j'ai envie de m'engager. Je crois que c'est ça. Alors vous, comment est-ce que vous avez travaillé avec ces jeunes sur le terrain, justement, pour développer cette responsabilisation des jeunes que vous appelez de vos voeux, et pour leur proposer autre chose que de l'occupationnel ou ce binôme de prévention-répression? Mais dans tous les projets que j'ai essayé de mettre en place, c'est vraiment ce qu'on a essayé de réfléchir à chaque fois, c'était comment ne pas exclure. Parce que la difficulté, c'est que quand on organise une activité ou un projet avec des jeunes, on va tout de suite avoir des jeunes qui vont montrer des capacités, des compétences pour arriver à mettre ce projet en place. Et on va trouver toute une série de gamins et de gamines qui ne vont pas montrer de compétences pour le faire, qui vont plutôt être un ennui, qui vont être une difficulté, qui vont être un problème à gérer. Donc, dans mes convictions, j'ai envie de dire éducatives, c'était de dire quand on met un projet, on doit trouver une place pour tous les enfants et pour tous les jeunes. On ne doit pas avoir des jeunes qui sont capables, parce que ceux-là, à la limite, finalement, ils s'en sortiront bien tout seuls. Ce qui est important, c'est justement d'arriver à motiver ceux qui sont les moins motivés, ceux qui ont les compétences les moindres. Et c'est à faire en sorte d'avoir dans chaque projet différents niveaux de compétences et de faire en sorte que, je sais pas, on a mis en place à un moment, et ça existe toujours d'ailleurs, il existe toujours un club de plongée sous-marine pour des jeunes, parce qu'on se rendait compte que c'est une activité très très chouette. J'avais rencontré des instructeurs qui avaient dit, bon, bref, on a créé un club de plongée, ça s'appelle Cap Odyssée, il existe toujours à Bruxelles, et il accueille toujours des jeunes, tout horizon, etc. Si on veut mettre un projet de plongée, partir en Égypte, partir en Espagne, plonger, voir des fonds marins, etc., on va trouver un public de jeunes qui va être capable de faire ça pratiquement d'emblée. Mais d'autres ne vont pas comprendre l'enjeu, ne vont pas trouver la possibilité de trouver de l'argent, de faire en sorte de s'équiper correctement, etc. Et c'est avec eux que l'enjeu est important. Donc il faut faire en sorte que les projets qu'on développe pour les jeunes soient capables de ne pas exclure. Parce que le gros souci, c'est l'exclusion finalement. C'est les gamins qui ne vont pas bien à l'école, qui n'arrivent pas à correspondre à la logique scolaire, on les met à la porte. Alors quand les acteurs sociaux qui travaillent dans les quartiers mettent en place des projets qui ont un niveau d'exigence tel que ceux qui ne l'ont pas se retrouvent virés, ça c'est très mauvais. Et donc aujourd'hui, ça reste très important pour moi quand je rencontre des acteurs de dire faites attention. Quand vous montez des projets, que ce soit sur base culturelle, sportive, animation, etc., faites en sorte qu'il y ait différents niveaux de participation possibles. Faire en sorte que chacun puisse trouver une place là-dedans, sinon ça ne sert à rien. Et ça a été ma manière, entre guillemets, de développer des projets particuliers. Et puis c'est vrai que j'ai été à la base de la fondation d'un projet qui s'appelle Solidarité. C'est aussi le même principe, proposer à des jeunes qui ont des parcours différents et variés, de se mettre ensemble et de réaliser quelque chose de constructif et de positif pour la société. Alors aujourd'hui, votre regard, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous disiez après 90-91, on s'est planté en fait, c'est ça que vous dites, hein, d'une certaine manière, c'est assez dur au fond comme constat. Hein. Mais donc 30 ans plus tard, ou 35 ans après, est délégué général aux droits de l'enfant. 25 ans à mon avis. J'ai dit 35. Oui, c'est 25 plutôt. Oui, pardon, 25. 25 oui, j'ai dit 35, c'est ça, 25. Je vais trop vite. Voilà. Mais donc, il ne reste pas moins que 25 ans, c'est long, 25 énorme. Ans. Vous portez un regard plutôt sombre sur la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Les choses, selon vous, ne se sont pas améliorées, elles se sont plutôt dégradées? On aurait du mal quand même à avoir un regard béat et optimiste. Moi, je suis optimiste dans la réalité de tous les jours. Tous ceux qui me connaissent disent que, j'espère que c'est ce qu'on dit de moi, que je suis optimiste, que j'ai de l'entrain, de l'enthousiasme, etc. et de l'ambition, entre guillemets, pour essayer d'arriver à améliorer les choses. Mais
on ne peut quand même pas dire non plus que ce que certains acteurs, comme moi-même d'ailleurs, dénonçaient il y a quelques dizaines d'années, notamment à propos de Bruxelles, en disant que Bruxelles est devenue une petite ville d'apartheid, aujourd'hui ça s'est confirmé. Et qu'est-ce que vous entendiez par Bruxelles? C'est l'idée globalement. C'est la dualisation. La dualisation, c'est qu'aujourd'hui, finalement, un gamin qui habite dans une entité plus ou moins prospère de Bruxelles, où lui est Saint-Lambert, Rukle, etc., n'a plus beaucoup de patrimoine commun avec des jeunes qui tiennent les murs à Molenbeek ou à Anderlecht. Il suffit de les interroger de manière semi-directive ou les laisser parler, on se rend bien compte qu'ils ne se connaissent pas. C'était moins le cas il y a 40 ans, 50 ans. Oui, c'est clair que c'était moins le cas. C'est évident que cette réalité s'est enquistée, à force justement d'avoir des ambitions qui ne sont pas des ambitions partagées. On va faire un projet particulier, on va monter un projet renouveau urbain, quartier d'initiative, contrat de sécurité. On a eu des projets complètement absurdes où on ciblait un pâté de maison et on disait sur ce pâté de maison-là, on va mettre en place un projet intégré pour faire en sorte de venir en aide, entre guillemets, ou surtout contrôler des adolescents ou des enfants qui sont dans ces quartiers-là. Donc je pense que tous les projets qui ouvrent, tous les projets culturels, sportifs, artistiques qui ouvrent sont des projets qui doivent être encouragés. Tous ces projets qui finalement figent les populations dans leur quartier, dans leurs habitudes, sont des projets qui doivent être découragés. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que, alors que avant 90, 91, on était dans des logiques de cohabitation-intégration, aujourd'hui on est des logiques plutôt sectorisées avec la difficulté supplémentaire que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a fait une lasagne incroyable en superposant les différents dispositifs qui travaillent à un public plus ou moins identique. Donc sans réussir à intégrer ces populations, ces populations précarisées, qui sont moins chanceuses, oui, dans des situations difficiles. La question de l'intégration, finalement, la question n'est pas de répondre à la question est-ce que ces populations sont intégrées ou est-ce qu'elles ne le sont pas. Pour moi, la question est de savoir est-ce que ces populations se vivent intégrées, est-ce que ces jeunes se vivent intégrés. Et je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'indépendamment du fait qu'ils se sont habitués au mode de vie à l'occidental, qu'ils ont appris la langue, qu'ils sont allés à l'école, ils ne se vivent pas intégrés. Et en réalité, c'est vrai, quand on voit par exemple les résultats de l'enquête PISA et la manière dont la communauté française, et particulièrement Bruxelles, offre des résultats terriblement contrastés entre des jeunes qui ont des parcours scolaires brillants et d'autres qui, en bas de course, ont des parcours scolaires dramatiques, qui représentent plutôt les résultats que peuvent offrir les enfants de République bananière. Ça, c'est quand même une question incroyable. Alors, puisque vous parlez d'enseignement, il nous reste quelques minutes. C'est un de vos dadas, l'enseignement. Ça va vite, oui. C'est un de vos dadas, l'enseignement. Ouais. Là aussi, votre constat est assez sombre sur la situation de l'enseignement aujourd'hui en communauté française. Vous en avez déjà un peu dit quelques mots, mais enfin, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant? On sait que le défi est devant nous. Il faut créer des classes, il faut créer des écoles. Quelles sont les priorités pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment la priorité à développer dans le domaine de l'enseignement? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'à Bruxelles, on a un gros souci, entre guillemets, c'est toujours comme ça qu'on en parle, on a une contrainte, il faut créer de nouvelles écoles. Moi, je dis fondamentalement, il faut mettre le problème cul sur sa tête et changer de manière de voir les choses et dire, c'est une contrainte bien sûr, mais c'est surtout une opportunité de faire différemment. Je pense que tout parti confondu, tout le monde s'accorde pour dire qu'aujourd'hui, continuer comme on fait école aujourd'hui, ça ne va pas. Indépendamment de la qualité des enseignants, indépendamment de la qualité des directions d'école, il faut faire quelque chose de nouveau. Alors, quand on a la chance de réfléchir à l'implantation, où on va mettre l'école, où on va la construire, il faut penser à une école sans redoublement, une école avec un tronc commun, une école qui n'oriente pas de manière trop précoce des enfants dans des filières particulières, une école qui intègre toutes les différences pour en faire des forces. Ça, ce sont les priorités aujourd'hui pour vous. Est-ce que vous vous sentez entendu ? Oui et non. Je pense que, par exemple, pour l'école, je pense que beaucoup d'acteurs politiques avec lesquels je suis en contact disent c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Mais et puis il y a des débats aussi sur Il y a des débats, mais il n'y a pas d'accord politique. C'est ça le problème. Il y a un débat trop important et il n'y a pas d'accord politique. Aujourd'hui, je l'ai dit, et je ne suis pas le seul à le dire, il faudrait au moins 2 législatures pour arriver à mettre la question à plat et reconstruire. Tous les exemples des pays qui sont arrivés à réformer en profondeur leur enseignement comme on devrait le faire ne sont pas arrivés à le faire en une législature. Il faut au moins 2. Il faut 10 ans devant soi pour arriver à faire quelque chose. Alors vous arrivez en fin de mandat, on l'a dit. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être utile ? Oui, enfin, est-ce que vous n'avez pas l'impression de crier dans le désert? C'est immodeste. Non, il y a beaucoup de situations très concrètes. Donc, sur les grands enjeux, sur l'école, sur les discriminations, c'est clair qu'il y a encore du travail. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je solliciterai un 2e mandat, parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire.
mais disons les choses clairement, sur des situations particulières, d'enfants qui dorment dehors, d'enfants migrants qui n'ont pas de place, etc. Parfois, mon institution arrive à forcer des portes que d'autres n'arrivent pas à le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est régulièrement sollicitée par des associations, par des citoyens qui disent « Nous, on a épuisé toutes nos cartouches, à vous d'essayer ». Et parfois, on y arrive. Donc, ça nous permet effectivement de nous dire qu'on est utile. On traite quand même un millier de plaintes annuelles, tout domaine confondu. Donc, c'est vraiment une institution généraliste, avec heureusement quand même un peu de succès. Oui. Donc des petites victoires quand même qui s'accumulent et qui vous donnent quand même de l'espoir. Oui, 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 je l'ai dit, donc moi j'ai un regard parfois assez sombre effectivement sur les réalités du moment, mais je garde beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Et c'est pour ça que vous repostulerez un deuxième mandat. Je repostulerai. Est-ce que le terrain vous tente encore néanmoins ? Moi, j'ai toujours dit que si j'avais mais c'est très compliqué après avoir occupé un poste comme ça pendant 6-7 ans, retourner sur le terrain, c'est assez compliqué. Bon, c'est vrai que j'ai quelques années en plus. J'ai toujours un contact avec le terrain, mais différent. Je suis plus directement en contact avec des jeunes que je connais, sauf les gamins du quartier chez moi, ou avec certaines associations avec lesquelles je garde encore des contacts privilégiés. Mais oui, j'aimerais toujours en tous les cas garder, si je n'ai pas la possibilité de poursuivre, garder un travail dans lequel j'aurai un contact effectivement prioritaire et privilégié avec des jeunes et avec des associations qui travaillent des jeunes. Et bien voilà qui clôt cette émission. Merci Bernard De Vos. Merci aussi de cette invitation.